Bonsoir à tous. Ce soir, 1000 jours se sont écoulés depuis les massacres du 7 octobre. Plusieurs commémorations, plusieurs rassemblements se sont tenus à travers le pays. Certains des manifestants ont réitéré leur exigence concernant la création d'une commission d'enquête. On va décrypter évidemment tout cela. J'ai commencé par vous, Guillaume Bensoussan. Est-ce que cette commission d'enquête, finalement, elle est aussi indispensable que ces manifestants le disent pour tourner cette page? Je le crois. Je pense que la question d'une commission d'enquête ne devrait pas être politique. Malheureusement, d'un côté comme de l'autre, on tend justement à la surpolitiser, que ça soit plutôt sur l'échiquier politique à gauche en Israël, qui consiste à dire finalement tout ce que l'on désire, c'est faire tomber Benyamin Netanyahou, et à droite, s'y opposer est tout aussi absurde. Parce que si on suit la logique qui a été adoptée après chaque fois qu'il y a eu un raté, c'est un euphémisme, dans l'histoire d'Israël, on peut regarder ce qui s'est passé après la guerre de Kippour, il y a eu une commission d'enquête qui a rendu ses conclusions et qui a poussé Golda Meir à quitter le pouvoir. Donc, c'est à force de s'opposer à l'organisation d'une commission d'enquête, ça en devient suspect. Donc moi, je suis désolé, je pense véritablement que c'est quelque chose qui doit être organisé indépendamment de l'autorité du politique, mais aussi du judiciaire politisé. C'est-à-dire qu'on se souvient de l'année 2022, qui a été émaillée par les manifestations contre la réforme judiciaire, et on sait très bien qu'il y a un entre-soi qui se perpétue dans ce tout petit milieu et dont les opinions sont plutôt libérales, pour reprendre une expression, une désignation politique américaine. Donc c'est très difficile d'organiser une commission qui soit neutre, et c'est la raison pour laquelle il y a tant de frictions à l'heure actuelle. En tout cas, c'est ce que je comprends. L'Iran menace encore et toujours. Téhéran affirme qu'elle procédera à une réponse dite rapide et décisive contre toute intervention américaine dans le détroit d'Ormuz. Les autorités iraniennes affirment que le passage est un territoire sous l'autorité souveraine de la République islamique. L'Iran hausse le ton également contre Israël à une semaine des funérailles de Khamenei père, des funérailles prévues le 8 juillet prochain. Guillaume, peut-être un mot des funérailles de Khamenei. Elles auront lieu donc la semaine prochaine, dans un peu moins d'une semaine même. On est le 2 juillet, ce sera le 8 juillet. Est-ce qu'il faut s'attendre à un vrai moment d'unité nationale, comme le clame pour l'instant Téhéran, ou ce sera une orchestration, une mise en scène, comme sait très bien le faire finalement le régime islamique? Ça sera évidemment un village Potemkin qui va être restitué, avec des gens qui seront tous, qui vont se jeter au sol. On a vu, il y a eu une célébration récemment de l'islam chiite. La Choura, je crois. Oui, c'est ça. Donc, ça sera dans cette même veine-là, évidemment. J'aimerais juste revenir sur les Américains, si ça ne vous dérange pas, Christopher, parce que il y a quelque chose, moi, qui n'arrête pas de me préoccuper depuis le début de la guerre, le 28 février, c'est la question qui consiste à se demander comment se fait-il que les Américains n'ont pas pensé à la fermeture des détroits d'Ormuz et aux conséquences que ça allait avoir sur l'économie mondiale. Et alors cette question est semi-rhétorique, parce qu'on a appris il y a quelques jours que finalement ce qu'Israël prévoyait initialement, c'était une opération qui était censée avoir lieu en juillet, et Trump a mis la pression pour qu'elle ait lieu très vite, en février, de telle sorte à ce qu'elle se termine très vite, c'est ce qu'il espérait en tout cas, pour que le champ soit déblayé et pouvoir clamer une victoire rapide pour les midterms. Si je peux me permettre une réponse, je pense que les États-Unis avaient déjà réfléchi à d'autres voies de transmission, à d'autres canaux de transmission, à la réalisation d'autres canaux de transmission. Et on le voit actuellement, déjà les Saoudiens réfléchissent à faire transférer, à faire transporter leur pétrole d'une manière différente et en utilisant une autre voie que le détroit d'Ormuz. Israël aussi réfléchit à cette solution, l'Inde aussi, et à mon avis... Mais ça ne permet pas au Qatar et aux Émirats Arabes Unis, à tous ces petits États du Golfe extrêmement riches, de faire transiter leur pétrole. Je dis pas que le problème, quel est-il? C'est finalement, on a l'impression d'une impréparation totale. C'est-à-dire que là où finalement le blocage du détroit d'Ormuz aurait dû venir des Américains en disant finalement la manne financière essentielle de la République islamique, c'est le pétrole qu'elle vend notamment à la Chine, eh bien les Iraniens ont réussi à lever l'incertitude qui existait jusqu'à maintenant, à savoir que feront les Américains, et ils savent désormais que les Américains sont pieds et poings liés du fait que les Iraniens empêchent le pétrole de sortir. Est-ce que les Américains s'attendaient réellement que le monde entier tourne le dos à cette
à cette intervention. Non mais je crois que c'était la plus grosse surprise. Je suis d'accord avec vous, Jonathan, sur le fait que le monde n'a pas beaucoup aidé. Quand on a vu la France envoyer le Charles de Gaulle, on s'est dit il va forcément franchir le canal de Suez et venir prêter main forte aux Américains. Mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'on parle de l'Amérique, on parle de l'armée la plus puissante du monde. Mais encore une fois, l'armée la plus puissante du monde face à des mecs avec un RPG dans des buissons ne peuvent pas faire grand-chose. Mais c'est pas des mecs avec un RPG dans des buissons qui ferment le détroit d'Ormuz. Un petit drone qui est envoyé dans les buissons, c'est ça qui fait aujourd'hui fermer le détroit d'Ormuz. Non, pas du tout. C'est le fait que le détroit d'Ormuz est miné, que les Iraniens ne savent même pas où les mines sont disséminées. Et donc, on se rend compte maintenant que ça suffit pour bloquer 20%, 25% de l'approvisionnement en pétrole mondial. Et cette figure montante, semble-t-il, de cette campagne législative, Gadi Eisenkot, le chef du parti Yachar, est devenu l'opposant principal à Benyamin Netanyahou, à en croire les récentes enquêtes d'opinion, et ce devant Naftali Bennett. Guillaume Bensoussan, on parlait de l'homme de la sécurité. Il prévoit notamment un cabinet national de lutte contre la criminalité organisée, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est une réponse adaptée à une société qui est en train progressivement, peut-être un petit peu, de devenir un peu plus violente ici en Israël? On l'a vu, ce qui s'est passé le jour de l'indépendance à Petah Tikva. On voit évidemment ce qui se passe dans la société arabe israélienne, avec encore des morts cette semaine. Ça peut être une réponse? Ou c'est pas suffisant? C'est intéressant comme proposition. De là à savoir si c'est suffisant pour juguler justement ce qui peut notamment se passer dans la société arabe, je n'en suis pas certain. Et puis si c'est la seule proposition sur le plan de la sécurité, et qu'à côté, on se contente de mettre en avant ces anciens galons de chef d'état-major, je ne sais pas si ça fera effet longtemps. Je rejoins ce que Jonathan vient de dire. Ce que je voudrais mettre en avant, c'est finalement qu'il y a un turnover dans celui qui est à même de prendre le leadership pour aller affronter Netanyahou, dans le dernier carré, qui est fou. C'est-à-dire que on a eu, vous l'avez rappelé Jonathan, Gantz, qui était véritablement celui qui allait enfin réussir à renverser Netanyahou. Ensuite, il y a eu Bennett, il s'est effondré. Maintenant, il y a eu Lapid. Et maintenant, on est sur Eisenkot. J'ai l'impression effectivement que l'opposition à Netanyahou est tellement animée, enfiévrée par le fait de vouloir le voir remplacer, qu'elle va aller se jeter sur le premier candidat venu. Ces idées, c'est pas si important finalement. Le plus important, c'est qu'ils réussissent à nous amener la victoire. Et je voudrais ajouter une dernière chose vis-à-vis de ce qu'a dit l'intervenant il y a quelques minutes. Il y a beaucoup de caricatures. C'est-à-dire que le fait de présenter le gouvernement de Netanyahou comme une sorte d'assemblée hétéroclite de gens d'extrême droite, de gens un tout petit peu moins d'extrême droite que serait le Likoud, mais quand même d'extrême droite, et puis de gens d'extrême droite religieuse que seraient les Haredim, je ne porte pas énormément les Haredim dans mon cœur, surtout vis-à-vis de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, mais il y a un point de vue quand même très biaisé de ce qui a été mis en avant, avec en parallèle les gens fantastiques, gentils, raisonnables. On veut faire équipe avec les partis arabes de la Knesset après le 7 octobre. Et les partis arabes, et je terminerai là-dessus, Raham, il faut quand même ne pas oublier que c'est l'émanation des frères musulmans en Israël. Et c'est dire à quel point la démocratie israélienne est conciliante dans ses largesses, parce qu'il est possible même qu'en France, un tel parti ne soit pas autorisé sur la scène politique. Guillaume, sur ce décalage, 71%, 15% je crois, des Français sont contre le boycott, 71% des sympathisants LFI sont pour. Comment on explique cette inversion totale entre les Français en général et la LFI? Je ne sais même pas s'il y a besoin d'explications. C'est-à-dire que ces gens votent pour un parti dont le programme est ouvertement antisémite, antisioniste. On sait ce que disait Jean Kelevitch, l'antisionisme, c'est la possibilité d'être démocratiquement antisémite. C'est l'antisémitisme mis à la portée de tous. Donc, c'est assez évident. Et puis, vous vous en souvenez, Christopher, on en parlait il y a 2 semaines, de la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon. De qui parle-t-il ? La nouvelle France, c'est l'immigration massive, arabo-musulmane et islamisée. C'est-à-dire que on a d'ailleurs eu le même problème en Israël. Je fais une toute petite parenthèse. Quand on regarde les écrits des grands penseurs juifs avant l'avènement de l'État d'Israël, il n'y en a aucun qui prévoyait le fait que la cause arabe allait s'islamiser. Et voilà où nous en sommes rendus aujourd'hui. Même Jabotinsky considérait que ça allait être indifférent entre peuple et peuple. Je reviens à ce dont on parlait.
les populations arabo-musulmanes, que ce soit d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, se sont radicalisées dans leur pratique de l'islam. Et obligatoirement, Georges Bensoussan le rappelait, ça lui a valu de gros problèmes, des procès, le fait que le mémorial de la Shoah l'abandonne, on tête l'antisémitisme au lait de la mer en islam. Donc malheureusement, quand c'est ces populations qui votent pour la France insoumise, obligatoirement, eh bien, on se retrouve avec des chiffres comme ceux qu'on a pu voir à l'instant. Docteur Guillaume Bensoussan, chimiste, avec nous tous les jeudis. Merci à vous.